L'histoire, l'ordre et le chaos de Philippe Josserand, paru aux éditions Des Paysages. C'est l'histoire d'un historien. Qu'est-ce qui va forger un historien? Qu'est-ce qui va faire qu'un homme va choisir cette discipline pour en faire son métier, et peut-être plus qu'un métier, une vocation, un accompagnement tout au long de sa vie? C'est ce sur quoi s'interroge Philippe Josserand dans ce que l'on peut appeler un exercice d'égo-histoire. Il va s'interroger sur le hasard tout d'abord, qui l'a fait se diriger vers le Moyen-Âge, à sa grande surprise, puis plus précisément vers les ordres militaires et religieux. C'est aussi, de sa part, dire les charmes de l'écrit. Aussi bien se plonger dans les archives que se plonger soi-même dans de temps longs de l'écriture. C'est aussi raconter le rapport aux autres, ce rapport qui lui semble fondamental dans l'exercice même de l'historien, même si cette activité l'amène aussi à de longues plages de solitude dont il n'élude pas la difficulté. Et puis c'est aussi dire le goût des franchissements, ce goût des franchissements qu'il expérimente tout jeune lorsque, à la chute du mur de Berlin, il décide de se lancer avec quelques amis dans un vaste périple qui va lui faire découvrir cette Europe centrale jusqu'alors méconnue. Philippe Josserand n'élude pas non plus les difficultés liées à ce métier, notamment à la solitude qu'il peut engendrer. Mais c'est aussi un très très beau livre qui explique comment cette discipline peut le faire osciller entre nécessité intime et, là encore, action commune. Et j'ajouterais que ce livre est illustré par les belles illustrations produites par le plasticien Éric Fontevaux, dont le travail sur les textiles semble donner la matière et la densité même du temps. L'histoire, l'ordre et le chaos de Philippe Josserand est paru aux éditions Des Paysages, un éditeur vendéen. L'Abîme de Christelle Galdé, paru aux éditions du Château des Ducs de Bretagne. L'Abîme revient sur la traite atlantique et l'esclavage colonial. Qu'est-ce que tout cela a représenté? Et comment cela a-t-il été représenté? Car l'intérêt de ce livre, c'est bien de partir d'une recherche croisée entre des historiens des 3 continents, Europe, Amérique et surtout Afrique. Revenir sur cette histoire, richement illustrée ici par un ensemble de cartes, d'atlas, de recensions d'esclaves par plantation, montrer ces produits qui ont suscité cette traite en dépens de l'humanité la plus simple. Ce livre vaut surtout par ce qu'il dit de cet héritage, car tout ce qui est présent dans cet ouvrage était déjà connu, et de longue date. Simplement, ce sont les représentations qui en ont changé. Le regard qui était porté dessus était trop souvent celui d'une certaine nostalgie, d'un âge d'or, d'expansion économique qu'avait pu connaître Nantes au XVIIIe siècle, en dépit de toutes les souffrances que cela occasionnait. Alors oui, l'Abîme nous entraîne à un autre regard, à regarder autrement, à partir du travail de mémoire, et, lentement, faire évoluer nos représentations de cet esclavage, sans occulter que jamais il ne sera possible de rendre exactement l'horreur de ne plus s'appartenir. L'Abîme de Christelle Galdé, paru aux éditions du Château des Ducs de Bretagne. Batignolles, il y a 100 ans, les cités en bois, de Louis Lebaille, paru aux éditions du CHT. Il y a 100 ans, une compagnie de construction de locomotives se pose la question de loger ses ouvriers aux marges de Nantes. Ce sera dans le quartier de la Halvec. Tout d'abord avec la cité du Ranzay, organisée autour de 70 maisons en bois, chacune dotée d'un petit jardin, avec bornes d'accès à l'eau dans la rue et toilettes à l'intersection des jardins. Vont suivre la cité de la Baratte et la cité de la Halvec sur le même modèle. Dans ces cités, c'est toute une vie qui va s'organiser, toute une vie collective, avec la cantine qui fait office de salle des fêtes, avec le cinéma, avec les associations sportives, d'ailleurs aux grandes dames du curé qui se voit obligé de créer la sienne pour garder ses ouailles. C'est aussi une vie qui s'organise dans la solidarité, lorsqu'arrivent des ouvriers venus des 4 coins de l'Europe. Tout un monde, donc, qui renaît à travers cet album. Tout un monde qui disparaît, peu à peu, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Une maison, une simple maison ouvrière, entretenue avec passion
par une poignée de bénévoles très investis, à l'image peut-être de Louis Le Bail, qui en est l'auteur et qui malheureusement est décédé peu de temps avant la publication de cet ouvrage, et qui témoigne d'un passé qui n'est jamais idéalisé, mais qui est une partie prenante et importante de l'histoire de Nantes. Batignolles, de Louis Le Bail, aux éditions du Centre historique du travail, à Nantes. Mutation. L'aventure humaine ne fait que commencer, de Nathanaël Wallenhorst aux éditions du Pommier. Nathanaël Wallenhorst est universitaire à l'université d'Angers. Il est à la fois docteur en sciences de l'environnement, docteur en sciences politiques et en sciences de l'éducation. Depuis plusieurs années, il mène une réflexion sur l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est-à-dire cette ère géologique où les changements ne sont pas induits par les forces de la nature, comme auparavant, mais bien par l'action de l'homme lui-même. Cette réflexion le conduit aujourd'hui à s'interroger sur le phénomène du transhumanisme, sur ces hommes qui se rêvent augmentés, pouvoir repousser les limites de la vie, de la biologie, peut-être même aller chercher ailleurs dans l'espace une autre vie et défier la mort, tout simplement. Mais, selon Nathanaël Wallenhorst, peut-on se rêver homme augmenté alors même que la nature dans laquelle nous sommes immergés, dans laquelle nous sommes partie prenante, ne peut être augmentée elle-même? Son ouvrage est une somme des différents manifestes qui, aujourd'hui, nous proposent de refonder notre rapport à la nature, qu'il s'agisse de notre rapport aux autres humains, mais surtout aux non-humains. Un nouveau pacte, en somme. Mutation, de Nathanaël Wallenhorst, est paru aux éditions du Pommier. Jeu, un numéro de la revue 303. Le jeu est universel. Il permet à l'être humain de se construire, en conjuguant notamment certains paradoxes, puisqu'il allie à la fois le caractère intérieur, il résonne avec notre imaginaire, et l'extérieur, il se base sur des objets concrets. Universellement pratiqué, le jeu nous permet de nous construire, et ce n'est pas le moindre de ces paradoxes que d'être souvent lié à l'enfance, mais, dans nos sociétés contemporaines, de se poursuivre tout au long de l'âge adulte, avec notamment les serious games en entreprise, ou l'essor du jeu vidéo, ou également la pratique du casino. Ce à quoi nous invite cette revue 303, c'est à une déambulation sur les traces du jeu en Pays de la Loire, notamment dans l'église de Pontigné, en Maine-et-Loire, où le chœur est orné d'une étonnante scène de jeu de dés. Il nous emmène aussi dans le château de Mayenne, qui recèle une magnifique collection de jeux médiévaux. C'est enfin le saut à la ningle, pratiqué dans le Marais vendéen, où il s'agissait de passer d'une rive à l'autre à l'aide de cette longue perche. Et puis plus largement, c'est aussi s'interroger sur la valeur du labyrinthe, ce jeu dessiné au sol, mais qui a valeur initiatique autant que mythologique. C'est aussi s'interroger sur l'utilisation que les artistes contemporains font du jeu dans leurs œuvres. En somme, ce à quoi nous invite cette revue 303, c'est à une exploration très joyeuse de l'histoire de nos sociétés.